production Binge Audio, évidemment. Moi, je faisais donc pas trop de télé, à l'époque, je fais 2-3 petites bidouilles et tout. Et puis, en fait, j'avais fait un livre qui s'appelait La Mafia des cités en 2006. Qui était sans doute le premier livre sur ce nouveau banditisme. En gros, voilà, en disant, attendez, jusque-là, tout le monde connaissait le milieu, voilà... et ces voyous, mais attention, il y a des gens, il faut arrêter de les prendre pour des crapauds, parce que les flics à l'époque, ils les appelaient crapauds. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient ouais, quoi les gars, donc leur surnom chez les policiers, c'était les crapauds. Et avec le mépris qui allait avec, en gros, c'est la dernière division du crime. Et en fait, non, ils étaient en train de monter très fort, ces gens, depuis quelques années. Et on voyait bien que ça allait être le nouveau banditisme français. Et donc, j'avais fait un bouquin là-dessus. Et puis, un mec de Canal, Thierry Vincent, appelle une boîte de prod, Magnéto Presse, voilà. Et il leur dit, mais je crois que vous connaissez Pierre, on aimerait bien faire un truc sur les cités, et que lui, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Moi, je n'ai jamais fait de télé, quasiment. Je lui dis, écoute, moi, je veux bien faire un truc, mais je le fais si je peux filmer des voyous et des trucs comme ça. Je ne veux pas te faire un truc avec 2 sociologues, un journaliste, un avocat et 2 flics. Enfin, ça ne m'intéressait pas, il y a un sortant de prison. À la télé française, il n'y avait que du pimpon. TF1, M6, c'était... embarqué avec la BAC, embarqué avec les CS de machin, avec l'anti-gang, avec truc miche. Enfin, ça passe toujours, ça fait 20 ans que toutes les semaines, il y a du pimpon à la télé, avec tous les flics de France, etc. Donc là, je m'étais dit, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Je vais voir, donc... plein de gens, parce qu'avant d'en avoir qui acceptaient, je veux dire que j'ai fait la tournée des popotes, mais dans toute la France, j'en ai vu des mecs. Mais évidemment, on n'arrive pas au doigt mouillé en disant « Bonjour les gars, qui fait du trafic de stupes ? J'aimerais l'accompagner avec ma petite caméra. » Donc, je me suis fait insulter copieusement, non mais viré par les 3/4, qui ont été débiles ou quoi. Et puis, à force de persuasion, il y a toujours 1 ou 2 mecs un peu plus fondus pour vous emmener. Alors, ils n'ont aucune raison d'accepter, on est bien d'accord. Donc ils le font soit à l'amitié, je devrais pas le dire, c'est anti-déontologique, mais il y a des gens que je connais bien. C'est pas eux qui vont le faire. Mais ils vont me dire, je vais te trouver le mec, et le mec le fera pour moi. Et je te fais la passe, en gros. Souvent, je rends service. On va le dire comment je fonctionne. Souvent, je vais rendre service. Je vais pas rendre service à transporter 4 kilos de coke dans une valise du Pérou à Charles de Gaulle, je vous rassure. Je vais trouver un stage à la fille. Le mec va m'appeler, me dire « Jérôme, mon fils, il aimerait faire une école de journalisme. Est-ce que tu peux lui trouver ou un stage de 3e ?» Bon, c'est des mecs qui n'ont pas ces relais-là dans la vie civile souvent. Donc, je vais me démener pour eux. Ça peut être ça peut être n'importe quoi. Et voilà, donc les types sont généralement reconnaissants. Moi, je demande rien. Et puis, peut-être 1 an après, on discute. T'es sur quoi ? Écoute, putain, j'essaye de travailler là-dessus. Le mec va rien vous dire. 15 jours après, il va dire « Tiens, on peut se voir. » Écoute, j'ai repensé à ton truc, il se trouve que j'ai un bon copain qui, justement, fait ça. Évidemment, il n'est pas trop d'accord, mais je me suis engagé pour toi. Ça veut dire que vous demandez beaucoup aux gens. C'est eux qui prennent la responsabilité. Si ça merde, moi, ils vont pas me tirer dessus, les 3/4. Ils vont aller tirer sur le mec qui m'a introduit, en revanche. Puis après, il faut faire attention. Parce que souvent, celui qui accepte, c'est souvent le plus barjot. Ou alors le mec le moins... rationnel. Déjà qui sont pas forcément rationnels dans ce monde. Moi, je me souviens, je ne donnerai pas son surnom, puisque ça peut faire marrer ses collègues, ils le connaissent. Un mec qui arrive, qui est plutôt de la banlieue nord parisienne, qui me dit « Bon, moi, je t'emmène. Je vais chercher 500 kilos en Espagne, de touch, avec un Mercedes ML, un gros 4x4 Mercedes. » Je lui dis « Bon, ok, t'as une ouvreuse, comment tu travailles, voilà. » Une ouvreuse, c'est une voiture qui va devant. Une voiture qui va donc rouler à 10, 15, 20 km devant pour prévenir d'éventuels barrages au péage, etc., etc. Donc je m'attendais à ça avec allez, je vais le dire comment il s'appelait, c'était marrant, il s'appelait Cafard. Et donc le dit Cafard, il me dit non, moi, ils m'ont bat les couilles. Je monte tout seul dans la caisse, y'a pas d'ouvreuse, je mets la calache sur le siège passager, j'allume si ces enculés veulent m'arrêter. Bon, inutile de te dire que j'ai laissé Cafard vivre ses aventures seul, et je suis pas monté avec lui, et bien m'en a pris, puisque quand il est remonté d'Espagne, il s'est fait péter à un barrage de la Guardia Civile, ça a tiré, il a fini sur le toit, enfin bon, la totale. Donc voilà, donc il faut aussi faire attention aux premiers barjots qui, quand il y en a 15 qui te disent non, quand le 16e te dit oui, méfiance.
cherchais des go-fasters, je cherchais tout, quoi. Des armes, des go-fasters, Et coup de chance, au lieu de ramener un truc, parce qu'à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, il n'y avait aucun doc, vraiment, on n'a jamais vu du côté des voyous, voilà, un film. Et puis c'était réputé infilmable, enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison que ces gens... voilà. Et puis finalement, dans la propale que je leur ai fait, la proposition que j'ai faite, il y avait un go-fast, un trafiquant d'armes de guerre, un voleur de voiture mais avec des méthodes futuristes, un trafiquant de stupes, pareil, armé avec une Uzi, machin, enfin qui tenait un réseau, voilà. Dans cette enquête, nous avions pu suivre un voleur de voiture, un trafiquant d'armes, un trafiquant de drogue, des petits voyous de banlieue devenus des membres du milieu à part entière. Après, moi aussi, il faut que je fasse attention à la police quand je fais ça pour pas leur ramener. Parce qu'on pourrait se dire, ah bah les flics, ils ont qu'à suivre Pierre, à force. Ils vont bien à un moment tomber sur les oiseaux avec qui il fait ces trucs. Donc il faut que je fasse attention à ça, aux balises sur mes propres véhicules, les rendez-vous qu'on se donne. S'il y a des caméras de surveillance dans la rue, enfin c'est facile de remonter un type. Hein. Moi, vous suivez mon téléphone, voyez où il borne. S'il borne à tel endroit, il y a une caméra dans la rue, bah vous verrez avec qui j'avais rendez-vous via la caméra, etc. Donc il faut faire gaffe à plein de trucs. Donc je disais au type, par exemple, là, voilà, pour faire un go-fight, bah, voilà. Quand tu as trouvé l'équipe, tu me téléphones pas, bon, c'est inutile de leur préciser. On va définir ensemble d'un endroit dans Paris, d'un poteau par exemple. Le poteau qui est à l'angle de telle rue et telle rue. Sur ce poteau, on va se mettre des autocollants de couleur. Donc par exemple, le mec, c'est eux qui me disaient ça. Le mec venait, il me disait, voilà Jérôme, quand tu as un autocollant jaune, ça veut dire on a rendez-vous le lundi à 14h au Balto, porte de la Chapelle. Si l'autocollant il est vert, c'est le mardi à 10h, porte de Vincennes, à tel café. Si tu attends une heure, au-delà de l'heure donnée, 14h, tu attends jusqu'à 15h. Si à 15h, personne, tu t'en vas. Et t'attends l'autocollant suivant. C'est qu'on n'a pas pu venir, c'est qu'il y a une merde, c'est qu'il y a machin. Alors c'est long, hein, c'est fastidieux, c'est la galère. Et des fois, plus de nouvelles, il faut aller en banlieue à 3h du mat, chercher des mecs dans des coins pourris, faire le grec de, je sais pas moi, de Stein à 1h du matin en disant « Personne n'a vu un tel ?» Avec des mecs qui vous regardent bizarrement. C'est souvent très très galère. Voilà comment je bossais. Et après, surtout, les gars, ils vous disent « Bah, s'il y a une merde, c'est pour toi. Tu t'embarques avec nous, tu prends tes risques. » Si je fais un go fast, le mec me disait, moi je vais pas m'arrêter et lever les mains. C'est un barrage, hein. Parce que j'ai un journaliste à côté, puis que t'as pas envie de prendre une bastos dans le front, tiré par un gendarme, ou s'il y a un échange de coup de feu, ou je sais pas quoi, ou avoir un accident si je m'enfuis comme un dingo à forcer le barrage et compagnie. Donc, les mecs vous mettent un peu en condition. Il y en a qui portent des gilets par balle, parce que voilà, si ça calibre au péage. Donc, les mecs vous stressent un peu avant, même si tout se passe bien en apparence. Puis, des fois, ils roulent vite. Alors, on se dit, c'est ce con, j'espère qu'il va pas s'endormir. Parce qu'il y a tout bêtement le risque d'accident de la route. Hein. Et il y en a souvent. J'étais allé en Hollande chercher, je crois, de mémoire 200 kilos de hache et 9 ou 10 kilos de coke, je crois. Et c'était avec un type tout à fait raisonnable, on n'avait pas été loin, on avait été à Breda, à la frontière. C'était une balade de 400 bornes, aller et en temps-retour, à 200, tranquille, dans un gros 4x4 allemand. J'ai mis 150 kilos de shit et on a 9 kilos de coke. Là, on peut pas regarder. Si tu veux voir tirer, il y a déjà les 9 kilos de coke qui sont sur le siège derrière. Le shit, je te ferai voir un peu plus loin. Je t'arrêterai si tu veux, on s'arrêtera. Je te ferai voir ça vite fait. J'ai pas peur parce que je suis pris dans le truc. Sur le moment, et j'ai tellement envie de rapporter cette séquence que elle me paraît presque irréelle. Avant, je réfléchis, c'est-à-dire j'essaye d'avoir une lettre d'avocat dans une poche. Je me souviens quand je fais des trucs de Canal au début, voilà, pour le go fast, je me souviens les mecs qui m'avaient donné chez Canal une lettre d'un avocat de chez eux en disant si jamais il y a une merde, essaye de téléphoner à ce type pour dire que t'es journaliste, prends une carte de presse, ça dépend des pays où vous allez. En France, en Union Européenne, peut vous arriver des galères, ça va peut-être énerver un magistrat, un procureur, va peut-être vous mettre au trou, 2 mois. Moi, il y en a qui me l'ont dit, ils m'ont dit je t'ai rigolé sur le go fast, là, retour de Breda, tu veux faire le malin, tu veux faire le trafiquant, tu vas aller au trou avec eux comme ça, même 2-3 mois, tu vas pouvoir faire le trafiquant jusqu'au bout et puis faire de l'immersion. Bon, peut-être bonne guerre. Hein. Après, des pays où il vaut mieux éviter. Voilà. Après, dans l'Union européenne, c'est que ça va pas faire plaisir aux magistrats, mais il y aura moyen peut-être de s'extirper de cette galère. Le plus savoureux, c'est tout ce que tu vois pas.
Dans un truc, moi, mes trucs que je fais, tu vois 10% de ce qui arrive. Dans ce documentaire-là, il y avait aussi un voleur de voiture, Renard, il y avait PSG, le vendeur d'armes et tout ça. Bon, voilà, ça, c'est con. Ils sont un peu rentrés dans la petite histoire urbaine, ces garçons. Et j'ai vu qu'il y avait un disque là, de Maes qui était sorti, un titre de Maes où il chante La rue a ses fables. Ça m'a fait rire, Renard et PSG. Ils sont passés à la postérité, ces deux garçons. L'homme vient de la banlieue sud. Il a fait de la prison. Il a débuté par des petits braquages avant de se spécialiser dans les armes. Il transforme sa voix pour être certain de ne pas être identifié. Dans le milieu, on l'appelle PSG. PG dans le film, on l'appelle PG. Alors, c'est moi qui ai mis les surnoms, enfin avec leur accord. Hein. Je dis comment tu veux que je t'appelle en gros, parce qu'évidemment c'est pas leur vrai surnom, sinon tout le monde sait qui c'est. Et donc lui il vend des armes. Lui c'était presque le plus tendu à faire parce que ce qu'il vendait c'était chaud. Donc moi je ne le connaissais pas. Alors par exemple, une Kalachnikov comme ça vaut combien? Une Kalachnikov comme ça, ça vaut 2005. Et vous la touchez à combien pour faire votre marge? Le gars nous la revend entre 500 et 800 euros. Entre 500 et 800 euros, voilà. C'est un pote à moi qui me dit écoute, je connais un mec qui vend des calibres, il va les chercher en Belgique, dans la région de Mons, il achète ça à des Albanais. Le copain me dit c'est bon, il a ramené un lot, et t'as de la chance, il doit vendre une partie de ses armes à des mecs, et donc à cette occasion-là, tu vas pouvoir filmer, parce que sinon, pourquoi? Parce qu'il les enterre en forêt, dans des caches secrètes, et donc il va pas déterrer les trucs pour moi, etc., ça l'emmerde. Donc il dit, faut que tu viennes tel jour, parce qu'il va déterrer une partie de son lot, qui va revendre. Mais le mec était bien barré, sympa, hein, franchement, sympa. C'est que tu regardes les gars. Bon, d'ailleurs, tu le vois dans le film qu'il a pas l'air. Il parle quatre live, machin, il est plutôt marrant le mec. C'est lui qui déguise sa voix, c'est-à-dire qu'il est malin. Je lui dis bon, t'inquiète pas, je vais changer ta voix. Après, voilà. Et il me dit non, je préfère la changer moi-même parce que là, tes rushs, le temps que tu rentres chez toi, tu vas les avoir sur toi. Soit tu te fais arrêter, soit t'as un accident, soit t'as n'importe quoi. Il y aura ma voix sur ton truc. Donc, je vais la changer. Donc, il prend comme ça, il explique le voir. Ça craint pas comme ça là de tirer à l'arme de guerre On va tirer dans dans une forêt? On va tirer dans cette direction. Il y a des sangliers qui passent ici. Ça craint pas, ça craint pas. On est parti. Ça marche super bien. Ça c'est excellent. C'est une belle arme. Tout le monde a cru qu'il parlait comme ça le pire. Les mecs me disaient oh, il y a une voix bizarre, le gars. Bah, tu vois bien qu'elle est transformée quand même. Et donc ce garçon me dit je vais te faire une démo d'explosifs parce qu'il va vendre des pains d'explos. Du Semtex, du C4, c'est des explosifs qui viennent d'ex-Yougoslavie, d'explosifs militaires. C'est gros comme un téléphone portable, hein, le pain de 200 grammes. Enfin, on dirait une mode de beurre, quoi, le truc. Et ça sert à faire péter ou les fourgons ou n'importe quoi. Enfin, voilà. Donc le mec, le dimanche matin, il me dit cette fois, on va faire péter. Ils avaient ramené une plaque d'égout pour faire comme un blindage de camion ou une porte de DAB. Et donc, ils mettent en place le truc et on est 4. Il y a PSG, il y a un de ses assistants, on va dire, son assistant artificiel qui est avec lui. Et il y a un troisième mec avec nous qui est venu. On a une Audi RS4 volée à ce moment-là. Alors Audi RS4, c'est une espèce de mirage. Hein, c'est une bagnole qui roule, ça fait 400 chevaux, c'est monstrueux. Bon, celle-là, évidemment, est volée. Hein, donc, quand on monte dans les voitures, faut que tu remettes des gants, tu mets une casquette parce que y a la vidéosurveillance, il y a les péages à passer. Tu mets des gants, tu touches à rien dans la bagnole parce qu'elle est volée si on doit l'abandonner, évite qu'il y ait ton ADN, etc. Donc on arrive sur le lieu de la démo pyrotechnique, il nous dépose et il va la garer sur un parking d'un golf. Il dit parce que là-bas, une RS4 sur un golf, un dimanche, voilà, si on la laisse au bord de la route dans la forêt, les gendarmes vont s'arrêter. Donc il va les mettre là-bas. Mais il y a 1 kilomètre, puis il revient à pied. Et quand il revient, il me dit, je vois bien il tape comme ça ses poches avec ses mains, putain, il n'y a plus les clés, il a un survêt. Et il me dit, Putain, la poche de mon survêt est trouvée. J'ai paumé les clés. Je lui dis, mec, trouve-les avant qu'ils fassent péter tout le bordel, parce que là, on est à pied. Enfin, ils vont te demander d'aller chercher la voiture au moment où ça a pété, enfin, etc. Le mec angoissé refait le trajet, revient 20 minutes après, ils ont toujours pas fini. Il me dit, Putain, je les ai pas retrouvés. bah ouais, c'est l'hiver, c'est plein de feuilles mortes, il a plu, enfin bon, impossible de retrouver les clés de la bagnole.
Donc on le dit au mec, il cru qu'ils allaient le fumer, mais vraiment, ils étaient un peu énervés. Il dit, bah ouais, parce que comment on va faire là maintenant pour repartir? Donc il lui dit, bah va voler une voiture. Avant qu'on fasse la démo, faut que tu ailles voler une voiture. Donc le mec il dit, mais où? Je suis en pleine forêt. Bah tu te démerdes, tu fais du stop, tu vas tirer une caisse, puis tu reviens. Donc le mec, on l'attend. À nous, obligé d'attendre, on va pas faire péter le truc. Donc ça va s'entendre à 20 bornes à la ronde, on va se prendre direct la cavalerie. Donc on attend dans le bois. Mais on attend, en plus on attend, on a de l'explosif, du bordel. Enfin, ça arrange personne cette histoire. Ce con revient au bout d'une heure. Il avait volé une... alors les gens ont un peu oublié, une AX. Alors une AX, c'est une 2 chevaux. Faut savoir, c'est un moteur de 2 chevaux. Ah, les vieilles 2 chevaux avec une petite carrosserie. Truc des années 80, une poubelle là-bas, une poubelle. Il l'avait démarré avec les fils et tout. Et elle calait tout le temps. Il vient et dit... J'ai trouvé que ça. Ouais, le truc, putain mec, tu te fous de nous. On est passé de la RS4 à la AX, surréaliste. On fait cette démo, les mecs me font la démo, l'explosif. Donc on a mis du scotch, on a mis le détonateur ici que je t'ai fait voir avec les 2 fils. On va reculer pour faire péter le truc. Allez! Hé, prends ta tête! Nous voilà en train de cavaler vers la AX avec tout le bordel, parce qu'on peut pas rester là. Le mec il dit quand ça va péter, on ramasse tout, on s'arrache en courant. Donc on prend tout notre bordel, on court à la bagnole, on monte dans la AX, mais vraiment, hein, c'était de ce niveau-là. Et les mecs disent, il faut aller brûler la RS4, qui est sur le parking. Il est 16h, hein, un parking d'un Golf. Je dis, putain les mecs quand même, donc on va d'abord dans une station-service, il faut aller acheter de l'essence, des chiffons. Donc, non mais l'hallucination, donc on part avec la AX volée jusqu'à une station-service, enfin on se gare loin pour pas être vu par les trucs, le mec va acheter, il pipote en disant je suis en panne, il prend une bouteille remplie d'essence, nous voilà retourner sur le truc et il fait un cocktail Molotov ce con. Et donc nous on attend dans la AX à l'entrée du parking du Golf, je le vois partir, il pète le carreau et il balance dans la bagnole le truc qui part en torche sur un parking de golf quand même, hein, le dimanche après-midi. Il y avait plein de mecs qui sortaient avec leur sac de golf du clubhouse, qui prenaient la bagnole sur le parking. Ils voient un mec cagoulé qui commence à cramer une Audi, qui court vers une AX toute pourrie, avec 4 mecs dedans qui baissent la tête et on est parti avec ça. Et d'ailleurs on a calé après et donc on avait quand même dans le coffre on avait un sac de sport avec des calibres, des calaches, l'explo, les têtes de malfrats qu'ils avaient, les 3, il y avait des têtes de repris de justesse, t'oublies. Et je me souviens qu'on était sur une autoroute de la région parisienne le dimanche. Alors, c'est blindé de monde, hein, c'était le dimanche en fin d'après-midi, donc les gens rentrent de week-end, on est au cul à cul, et la bagnole calait tout le temps sur l'autoroute. Donc toutes les 2 minutes, l'autre il bricolait les fils sur l'autoroute, hein, avec tout le monde dans la bagnole comme ça, les Kalachnikov, la bagnole volée. On n'a pas été arrêtés miraculeusement, ils m'ont largué à une porte de Paris. J'ai dit salut les mecs, moi je m'arrache. J'ai rapporté comme ça, enfin ramené une galerie de persos. Ça a été un peu une déflagration parce que c'était la première fois effectivement qu'on filmait des criminels de leur côté. Je me souviens, il y avait un grand papier dans Le Monde et Un bandit de chez les voyous, ça s'appelait. Il y a eu pas mal de presse, il y a eu beaucoup de... Voilà, ils avaient une audience assez remarquée. Ça a été un truc un peu incroyable et puis à tel point que le CSA... J'aurais presque pu en être fier, après tout. Je suis le seul journaliste qui a eu une mise en garde du CSA pour incitation aux troubles de l'ordre public. Parce que les mecs estimaient que, comme c'est la première fois que tu voyais... Alors, évidemment, tout est fait du côté des voyous. C'est vie ma vie de voyou, en gros. Donc, il y avait un côté ultra clivant et choquant. Il y a plein de gens qui disent « Ah, salaud, c'est une honte !» Bon, voilà, inutile de dire que j'ai eu droit aux félicitations du jury populaire. D'une partie de la police aussi qui a dit « C'est honteux, il va inciter les jeunes à faire du golf. » Oui, enfin bon, il faut quand même qu'ils aient de quoi acheter 600 kilos de shit, qu'ils sachent où les trouver, qu'ils aient une voiture surpuissante, enfin, et qu'ils sachent où les vendre, etc. Donc, c'est pas juste en regardant mon doc qu'ils vont avoir l'idée de devenir trafiquant de drogue, hein, je pense. Il y a des mecs, ça a fait marrer, il y a des flics qui ont bien aimé. Et flics qui m'ont dit, mais merci de montrer la réalité à laquelle on est confronté. C'est des mecs surarmés, des mecs radicaux. Il y a eu pas mal de flics qui ont eu cette réflexion intéressante, qui ont dit, mais moi, ça m'intéresse que tu montres qu'on a des petits pistolets face à eux, qu'on a des voitures qui peuvent pas les suivre, qu'on a des gilets pare-balles qui vont être transpercés par ces fusils d'assaut-là, etc.
comme c'est du journalisme un peu radical, enfin un peu spé, un peu ovniesque, forcément ça soulève 1000 questions. Où est la frontière ? Est-ce qu'un journaliste doit faire des choses illégales ? Je l'ai eu 1000 fois, moi, les magistrats qui me disaient, Monsieur Pirat, ok, protection des sources, mais vous n'êtes pas obligé de faire des choses illégales avec les types, vous pouvez aller voir la police qui va vous raconter ce qu'ils font, mais voilà, bon, on pourrait m'opposer 1000 trucs comme ça. Hein. Moi, je veux dire, quand on me parle de criminalité dans les banlieues, machin, j'ai envie de voir ce que c'est. C'est quoi un GoFast ? J'ai envie de voir ce que c'est qu'un putain de GoFast, comment ça marche. J'ai envie de voir. Moi, j'ai pas envie qu'on me raconte. Cela dit, effectivement, j'ai des limites perso, qui sont les miennes, hein, c'est mon curseur personnel. Jamais je n'irai dans les trucs d'atteinte aux personnes. Par exemple, je te donne un exemple, un mec un jour il me dit « Ouais, viens avec moi, je vais faire du homejacking ». Alors le homejacking, c'est rentrer chez les gens quand ils sont chez eux, pour les cambrioler quand ils sont chez eux, ou pour un plus fort, il me disait « Je vole les voitures la nuit chez les gens, tu vas voir, on va rentrer ensemble dans la maison ». Que je vais cambrioler pendant qu'ils dorment, je vais prendre les clés de la voiture, on va aller dans le garage, je vais sortir la voiture et tout. Moi, pourquoi j'y vais pas dans ce cas précis ? Parce que je me dis, si les gens se réveillent, tu leur fais quoi ? Tu te sauves en courant, tu leur mets des tartes dans la gueule. Je crois que plutôt tu vas leur mettre des tartes dans la gueule. Je ne participe pas à ça. Il est hors de question qu'on traumatise des gens, même si c'est juste un gamin qui se réveille parce qu'il t'a entendu démarrer la voiture dans le garage, je ne veux pas participer à ça. Je ne vais pas participer à une violence, même entre vous. Voilà, les règlements de compte, et encore moins contre les policiers, les machins, etc. Donc moi, ma limite, c'est déjà pas d'atteinte aux personnes, pas de vol qui pourrait tourner à la violence. Cela dit, je vais encore me faire l'avocat du diable. Quand je fais un GoFast, peut y avoir une atteinte aux personnes. Il y a toujours un truc déconnant là-dedans, enfin, où il faut faire très très attention. T'as l'impression que t'es pas dans un film. On n'est pas au Cinoche, on n'est pas dans une série polardeuse. Voilà, si tu restes dans la vraie vie, ça c'est les limites. Mais t'es pas à l'abri de les franchir contre ton gré. Moi, je donne la parole, j'essaye de comprendre. Maintenant, j'évite que les mecs fassent les marioles. Je coupe quand ils font les marioles. Je les reprends quand ils font les marioles. C'est pas l'intérêt. Moi, je suis pas là pour que tu te fasses mousser, etc. Tu vois, on avait fait avec Toen, Sébastien Toen sur Canal, un truc qui s'appelait Marseille Gangster. On peut avoir la prétention et en tout cas la fierté d'être un des rares docs où quand les choufs parlent, t'as plus de pitié et de te dire que c'est vraiment un monde de merde que quand tu les vois sur d'autres chaînes en train de faire on est des chauds, on est des durs, le trafic, machin. Non, nous, le chouf, quand il parle, il dit j'ai peur. J'ai 16 ans, j'ai peur, je gagne que dalle, j'ai pas envie de me faire tuer, c'est un truc de merde. Personne te fait rêver avec ça. Parce que c'est ça ne fait pas rêver. Dès l'instant où tu parles de ces sujets-là, tu vas susciter le dégoût de certains, l'appétit et l'envie d'autres, etc., etc. Moi, j'essaye d'être factuel. Mec, tu trafiques la drogue, montre-moi la drogue, montre-moi comment tu la trafiques, voilà. Moi, il y a un truc qui me fait quand même marrer. Tout le monde a plein la bouche d'Albert Londres, tu vois. Un journaliste, il a le prix Albert Londres, c'est le truc le plus prestigieux. Qu'est-ce qu'il faisait, Albert Londres ? Moi, pourquoi j'ai fait ce métier ? C'est grâce à Albert Londres. Albert Londres, il fait un bouquin, par exemple, qui s'appelle Le chemin de Bénozer. Chemin de Bénozer, c'est quoi ? Bénozer, c'est des mecs qui font la traite des blanches. À l'époque, on envoie des petites françaises dans les casidas de Bénozer. Les casidas, c'est des petites baraques pourries dans le quartier de la Boca, au port de Bénozer, où les filles tapinent. C'est des prostituées. Albert Londres, il a envie de savoir. Tout le monde, il y a des articles à l'époque, on appelle ça la remonte, la traite des blanches, les gna gna gna. Bon, Albert Londres, qu'est-ce qu'il fait ? Il va avoir des proxénètes. Il dit, les gars, je vais aller avec vous, moi. C'est Albert Londres. Alors, c'est le même dont aujourd'hui, il a porté la plume dans la plaie, c'est le machin. Et c'est les mêmes qui vont dire... Attention, ça craint, faut pas filmer des voyous. Écoute, relis tes classiques, mon garçon. Voilà. Je vois pas en quoi tu t'interdirais de suivre des gens qui font des mauvaises choses. Voilà. C'est comme un reporter de guerre. Quand tu vas filmer la guerre, tu filmes tout. Hein. Tu vas pas dire, non, ça craint, là, il a tiré, c'est un peu violent. Là. Ça, on devrait pas le montrer. La guerre doit être plus clean. Non. Enfin, on est là pour raconter le monde dans lequel on vit. Donc, le monde, il est fait de salauds, de mecs gentils, d'horreurs. Il faut tout montrer. Voilà. Il faut tout montrer.